Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélé68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, vidéo qui me tient à cœur et je vais vous parler de mes 12 mangas préférés. Oui, 12. À la base, je voulais faire un top 10, mais vu qu'il y en avait deux, je me suis dit putain, s'ils sont pas dedans, ça va pas le faire. Je me suis dit que je vais en choisir 12. Alors ça reste bien entendu un avis subjectif, c'est mon avis à moi. Là, ils vont me dire, t'as pas mis ça, t'as pas mis ça. J'imagine que déjà qu'il y en a certains qui vont tiquer sur un manga que je vais pas mettre. Que je vais pas mettre, pardon. Mais ce n'est pas grave, car figurez-vous que sur ce manga en question, bon, c'est Naruto, je vous le dis tout de suite, qui ne sera pas dans mon top 12, j'argumenterai plus tard dans une autre vidéo, où justement je ferai une comparaison entre Dragon Ball et Naruto, parce que Naruto, de base, si vous voulez être le nouveau Dragon Ball, et je vais vous raconter pourquoi Naruto, selon moi, n'a jamais, ne serait-ce qu'égalé Dragon Ball. Et j'argumenterai sur ce sujet, et après vous aurez parfaitement le droit, bien entendu, de me dire ce que vous en pensez. Mais ce ne sera pas sur la vidéo actuelle, hein. Ce sera sur une autre vidéo que je vais faire, où je vais parler des différences entre Dragon Ball et Naruto, et je vais vous expliquer pourquoi Naruto ne fait pas partie de mon top 12, et pourquoi malheureusement, et je le regrette, il n'a pas été l'égal de Dragon Ball. Parce que de base, j'ai beaucoup aimé Naruto sur une grosse partie. Et je trouve qu'à la fin, malheureusement, ça a tiré en longueur. Et il a été moins marquant au final ce manga que ce que je n'aurais pensé. Bien qu'il reste de base très très bon, hein. Ça c'est pas le souci. Maintenant je vous parle de mon top 12 des mangas de tous les temps. J'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti. Et donc les amis, je vous ai dit 12 titres que j'ai choisis. C'est un avis purement subjectif, bien entendu. Et je vais commencer du coup par le manga. Alors la traduction, c'est la vieille traduction Fly. Fly qui aujourd'hui a été réédité en Dai. Était tout simplement un manga, il y a même eu un dessin animé exceptionnel basé sur le jeu vidéo Dragon Quest. Et donc Fly, qui était sorti à l'époque aux éditions J'ai lu, est un manga absolument génial que j'ai adoré. D'ailleurs, c'est Fly qui m'a mis sur Dragon Quest le jeu en question, pour être honnête. Et c'est absolument remarquable parce que Fly raconte l'histoire de ce garçon, Fly, d'accord, qui vit sur une planète de monstres, qui au fur et à mesure, en fait, développe des pouvoirs et on se rend compte qu'il est plus proche des démons qu'on ne peut l'espérer parce que son père n'est autre que le roi des dragons. Bref, vous avez compris ce que je veux dire, je m'arrête là. En termes d'intensité, déjà les graphismes, enfin, le dessin, la mise en page est exceptionnelle, l'histoire est vraiment très belle, et on se rend compte que Fly en fait a tellement de sympathie qu'il amène tous ses adversaires à limite se rallier à lui. Donc au début le mec il est tout seul avec Popu. Popu n'est autre que son allié qui de base était un magicien un peu flippette qui au final deviendra un personnage vraiment charismatique et vraiment très intéressant et attachant. Et au final, notamment je pense à Crocodile, qui est son premier ennemi qu'il affronte dans le jeu, enfin dans le jeu, dans le manga, et ensuite il le rallie à lui, ça devient un de ses alliés, et Yunkel qui est, on va dire, le penchant Vegeta un peu, le mec un peu énigmatique qui se met sur le côté, mais qui est toujours extrêmement utile, extrêmement fort, et c'est vaut mieux l'avoir dans son équipe que contre. Et ben, l'écriture des personnages est excellente, la mise en page est excellente, le scénario est excellent, et au final, Fly est un manga qui m'avait marqué, je vous dis. J'ai la vieille édition que j'ai lue, moi je n'ai pas racheté la nouvelle édition où c'est marqué Dai à présent, mais c'est un manga qui m'a marqué, tout simplement. En numéro 11, je vais vous parler d'un autre manga ô combien exceptionnel dans sa qualité d'écriture, et qui est vraiment accrocheur avec une mise en page, une, comment dirais-je, une atmosphère absolument incroyable. Je vais vous parler de Death Note. Death Note est un manga vraiment extrêmement pertinent, même dans son écriture. Il fait limite thriller, limite, on pourrait... Enfin, il y a eu un film qui a été fait sur Netflix de Death Note, qui pue la merde, je vais être honnête avec vous. Mais dans l'ensemble, le manga Death Note est extrêmement accrocheur dans son scénario, avec son héros, en fait, qui, en écrivant les noms des personnages sur ce Death Note, en fait, peut les faire mourir au moment qu'il veut.
Donc c'est quand même un propos assez grave. Et la fin est tout bonnement incroyable. Je ne veux pas vous spoil, mais Death Note est un manga ô combien marquant, bien entendu. En numéro 10 du coup, je vais vous parler d'un manga qui est encore d'actualité, hein, qui existe depuis très 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 longtemps, des décennies et des décennies. Bah, je vais vous parler de la saga JoJo's Bizarre Adventures, qui est absolument incroyable, parce que JoJo's Bizarre Adventures explique plusieurs descendants de la famille Jojo, de Jojo en fait. Et on commence le premier en fait. Ce qui est bien dans Jojo, c'est que si on voit la première partie, elle est plus du côté vampirique, un peu aurore. Après la deuxième partie avec Joseph Joestar, parce qu'en fait, en gros, on suit la descendance ou les personnes qui font partie de la famille Joestar. D'accord. On voit plusieurs temporalités en fait dans ce manga qui sont absolument incroyables en termes de scénario, en termes d'intensité, en termes de retournement de situation. C'est remarquable de bout en bout. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc il y a eu cette première partie un peu vampirique avec ce charisme incroyable qu'a... Et déjà, le ton est donné avec la première partie, avec justement où on découvre Jonathan Joestar et Dio Brando qui, on va dire, c'est l'un des personnages les mieux écrits de l'histoire du manga. Qu'est-ce qu'il est charismatique ce gars. C'est un truc de fou. Donc, la première partie se termine. J'ai pas envie de spoil, j'ai envie que vous découvriez. Il y a énormément de tomes, mais franchement, on ne s'ennuie pas une seconde. Ensuite, il y a la deuxième partie avec Joseph Joestar qui se passe bien après la première partie, d'accord. Suite à cela, ma préférée est la partie Stardust Crusader avec justement le petit-fils de Joseph Joestar, Yotaro, tout simplement, qui me fait un peu penser à Kenshiro dans sa manière de faire, toujours très calme, avec son coup spécial à base de voilà, bref. Et c'est vrai que les inspirations sont multiples dans JoJo's. Une inspiration fortement européenne, à la fois asiatique, à la fois américaine. On sent vraiment que le but d'Araki, qui a cette connaissance, c'est vraiment quelqu'un de très cultivé, a envie dans ses mangas, non pas de uniquement amener le côté japonais, mais mondialiser l'histoire de son manga en fait. Et c'est le cas lorsqu'on voit par exemple, je crois que c'est dans Jojo Lyon, ça se passe un peu au Far West, il me semble, parce qu'il y en a tellement de Jojos. Donc il a amené à plusieurs époques différentes, plusieurs temporalités différentes, avec plusieurs atmosphères différentes. Ça a été long, mais je vous conseille de lire vraiment JoJo's Bizarre Adventure, qui est vraiment excellent dans sa mise en page, dans euh, le scénario, dans les personnages, l'écriture des personnages, dans les retournements de situation. C'est un manga culte, et il restera culte, tout simplement. En numéro 9 maintenant, et je vais vous parler d'un manga absolument remarquable, qui a été réédité il n'y a pas si longtemps, là, en édition de luxe. Monster. Monster est un manga purement incroyable. Ils en ont même fait une série télé, enfin une série de dessins animés, pardon. Monster raconte, c'est d'ailleurs la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne sur une critique manga, raconte l'histoire d'un chirurgien qui sauve deux jumeaux, un frère et une sœur quand ils sont enfants. Sauf que son rôle de chirurgien est de sauver les gens. Sauf qu'il a sauvé le diable, parce que ce gamin deviendra un tueur en série, tout simplement. Et après, plus tard, le but sera que ce docteur, le docteur Tenma, devra faire son possible pour arrêter le gamin qu'il a sauvé, qui est devenu adulte, et qui joue avec lui. C'est un peu un jeu du chat et de la souris. En plus, le titre se veut très européen, car le docteur Tenma, qui est un chirurgien japonais, en fait, est en Allemagne. Donc, le récit se déroule essentiellement en Allemagne, en fait. Donc, c'est très intéressant parce qu'il est très européanisé, ce manga. Le scénario, l'intensité, tout est parfait. C'est franchement incroyable. Et pareil, pour moi, c'est un manga moderne dans l'écriture. On pourrait en faire un film tout simplement, ou une série de télé avec des vrais acteurs, tellement que c'est bien fait. Monster est absolument mémorable, tout simplement. Je vais vous parler maintenant d'un titre marquant, encore une fois. De toute façon, c'est les titres qui m'ont marqué, ça reste subjectif, bien entendu. D'un auteur qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, Kentaro Miura.
Je vais parler de Berserk, qui est encore en cours de parution. Le manga n'est pas terminé. Je ne sais pas comment il va se terminer, vu que lui, il est décédé. Mais apparemment, il aurait laissé des consignes à ses assistants pour terminer le manga. L'histoire de Berserk est marquante, extrêmement violente, mais toute la violence qu'il y a dans le manga est justifiée. C'est-à-dire qu'il y a une explication à chaque moment du manga. Berserk est incroyable. Dans son découpage, sa violence, on sent que le héros Guts en a chié toute sa vie. Et on a de l'empathie pour lui, on a de la peine pour lui, on se dit putain le gars, qu'est-ce qu'il en chie, et pourtant il est encore là. Le mec il en chie comme pas possible, il est encore là. On a envie de le soutenir, on a envie de l'aider, on a envie d'être là pour lui. Berserk, manga que je vous conseille de lire, c'est remarquable de A à Z. Ouais, j'ai encore une grosse pensée pour Kentaro Miura, bien entendu. Un manga exceptionnel. Il n'y a rien à dire de plus, tout simplement. Je vais maintenant vous parler d'un manga qui extrêmement marquant. Alors c'est vrai, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire un manga marquant, mais bon, c'est le cas. Hein. Je vais vous parler d'un manga qui parle du sport que j'adore, dont je suis entraîneur, le basket, Slam Dunk. Slam Dunk est tout simplement un manga qui, pendant longtemps au Japon, a été considéré comme le meilleur manga de tous les temps, devant Dragon Ball quand même, hein, au niveau des votes. Hein. Slam Dunk de Takehiro Inoue et a une vraie patte, je sais pas comment vous dire. Il a une manière, même dans Vagabond, hein, de dessiner les personnages, de les mettre en avant avec une mise en page très dynamique, d'immédiatement nous donner envie de lire ce qu'il fait. Scénaristiquement, voilà, on a un héros qui est complètement idiot, abruti, qui fait juste du basket pour plaire à une gonzesse. À la base, il n'en a rien à foutre du basket, et par la suite, il se prend au jeu, et il se rend compte en fait qu'il aime ça, tout simplement. Slam Dunk raconte, voilà, l'histoire d'un Cassos qui deviendra un très grand sportif, tout simplement. C'est prodigieux dans l'écriture, dans le scénario, dans la mise en page, dans l'intensité. Tu as vraiment l'impression de vivre les matchs, alors que c'est en BD en fait. Tu as l'impression de vivre l'intensité d'un match en live, alors que tu le lis. Slam Dunk est tout simplement incroyable. Je précise qu'il y a une version deluxe qui vient de sortir, extrêmement belle avec des pages couleurs. Donc je vous conseille cette version-là. Si vous voulez lire un grand manga ou vous mettre maintenant au manga, bah, je vous conseille Slam Dunk tout simplement. Vous n'en le regretterez pas. C'est un pur chef-d'œuvre. Je vais vous parler maintenant. Je ne sais plus à combien j'en suis. Franchement, j'ai dit 12, mais ça se trouve, je vais en parler de 10, de 11, parce que je fais toute tête, hein, comme vous me remarquez. Hein. Je vais vous parler d'un autre manga sur le sport, marquant, et malheureusement en France, il n'y a pas eu vraiment de fin. Captain Tsubasa. Captain Tsubasa, Olivier Tom en français. Il est utile de vous préciser que c'est un manga marquant, absolument exceptionnel avec ses personnages marquants. Très très bien écrit, ces matchs hyper intenses. Bon, si vous vous rappelez dans le dessin animé, il fallait un épisode pour que le mec il parte de sa défense pour aller au but. On aurait dit que le mec il faisait 3 km. Tsubasa est absolument remarquable. Et en France, moi j'ai les éditions que j'ai lues, d'accord, j'ai pas acheté les éditions Glénat. J'avais acheté, donc sur les 37 premiers tomes, c'était toute la jeunesse de Tsubasa. Et ensuite, il y avait la collection World Youth, qui était en 18 tomes, qui racontait les matchs nationaux. Voilà, en fait, il y avait les équipes nationales qui jouaient dans ce tournoi de Coupe du Monde des moins de 18, je crois. Je crois que c'était ça. Et ensuite, il avait eu, lors de la Coupe du Monde 2002, Captain Tsubasa Road to 2002, donc en route pour la Coupe du Monde 2002. Sauf qu'en France, ils ne l'ont jamais édité à cause des droits d'auteur. Parce que dans le manga, il y avait, dans mes souvenirs, il y avait Ronaldo, je crois. Il y avait Rivaldo, enfin des joueurs, de vrais joueurs, Zidane, mais il fallait pas en parler vu qu'il y avait l'UEFA qui avait mis son veto. Donc au Japon ça passait, sauf qu'en France, ils devaient payer des droits d'auteur à Zidane, Rivaldo, Ronaldo. Du coup ça leur coûtait trop cher. Ils ont décidé de jamais, je crois que c'est ça l'histoire, hein, de ne jamais sortir ce manga en France. Mais c'est une terrible connerie. Parce que tu as commencé une série que tu n'avais jamais terminée. En sachant en plus que Road to 2002 dure quoi, une dizaine de tomes, je crois. Il dure pas si longtemps que ça. Hein. En fait, ça se concentre réellement sur la Coupe du Monde 2002. Et la boucle était bouclée, en fait, tout simplement. Et après, Captain Tsubasa s'arrêtait là. Et je regrette de ne jamais avoir pu terminer Tsubasa à cause de ça, parce que moi, je me serais arrêté à World Youth. Mais Captain Tsubasa est un manga marquant de l'époque, hein, bien sûr. Après, il y a eu Angry Earth, du même auteur qui est sorti. Je n'ai pas trouvé exceptionnel. Il y a d'autres mangas aujourd'hui sur le sport, sur le foot qui sortent.
mais je ne trouve pas marquant du tout. Rien à voir par rapport à Captain Tsubasa, tout simplement. Donc Captain Tsubasa, pour moi, est au-dessus du game, tout simplement. Et là, on commence à passer aux choses sérieuses. On va arriver dans le top du top pour moi. Et je vais démarrer immédiatement par Hokuto no Ken. Ken le survivant français. Manga marquant de Tetsuhara au dessin et de Buronzon au scénario. Il raconte l'histoire de Kenshiro dans un monde post-apocalyptique qui n'est autre que l'héritier du Hokuto Shinken, un art martial meurtrier qui détruit l'ennemi de l'intérieur, en fait, ce qui fait qu'il explose. Et ce road trip de Kenshiro est absolument remarquable. On rencontrera des personnages marquants comme Rei, comme Toki, Rao, bien entendu, Souther, Shu, pardon. Il y a énormément de personnages marquants là-dedans. Et la morale de cette histoire, c'est que bien que quand on lit le manga, c'est extrêmement violent, il y a une sorte de tendresse dans l'écriture. On sent que Kenshiro est un homme bon, est un homme qui a beaucoup de cœur, qui pleure énormément, on le voit souvent pleurer. Et la morale, c'est que il faut quand même mettre en avant l'amour. C'est ça qui est beau en fait dans Kutonoken, c'est que c'est violent, mais à la fois il y a l'amour qui est mis en avant. Un manga marquant que j'ai lu au moins 4 ou 5 fois. J'ai adoré. Le dessin animé aussi est pas mal. Moins bon que le manga, mais pas mal. Enfin, même très bon, hein. Franchement, on va être honnête, le dessin animé est très bon aussi. Mais le manga est absolument marquant. Je vous conseille également de lire sa suite, en fait, qui est une préquelle à Hokuto no Ken, qui s'appelle Soten no Ken, qui est encore en cours de parution par Mangetsu, qui raconte l'histoire de l'oncle de Kenshiro, avant cette terrible explosion nucléaire qui a ravagé la Terre lors de Hokuto no Ken. Donc il se passe avant, dans le Shanghai des années 1930. Hokuto no Ken est un manga marquant que je vous conseille de lire, bien entendu. J'ai grandi avec, hein, donc c'est absolument incroyable. Maintenant, on va parler d'un autre manga marquant, d'un auteur que j'adore, qui est pour moi l'une des plus belles plumes de l'histoire du manga, qui a fait Cat Size, qui a fait Family Compo, Angel Heart, bien entendu. Je vais parler de City Hunter. City Hunter de Tsukasa Ojo est absolument remarquable, donc Nicky Larson, avec ce perso ô combien obsédé du cul, mais à la fois extrêmement redouté par la pègre, par tout le monde en fait. Hein. Et les histoires de City Hunter démarrent toujours d'un air simple, voilà, avec quelqu'un qui est menacé de mort. Lui, il est là, il offre ses services justement pour se faire payer, pour sauver la veuve et l'orphelin. Et à chaque fois, scénaristiquement, ça se met en place, et ça devient toujours très intéressant. Et les côtés, le côté humoristique est absolument incroyable. Combien de fois j'ai tapé des barres. Et les planches dessinées par Tsukasa Ojo sont remarquables. Le personnage est ultra charismatique. Et pour moi, c'est un manga marquant. City Hunter, c'est l'un des meilleurs mangas de tous les temps, tout simplement. Sa suite, Angel Heart, est très bonne aussi. Mais Tsukasa Ojo, là, je sais pas pourquoi, il n'a jamais revendiqué le fait que ce soit la suite de City Hunter, alors que oui, on sait que c'est la suite de City Hunter, mais lui, il a toujours dit non, 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 c'est une histoire parallèle, c'est une histoire à part. Ouais, non. City Hunter était excellent, Angel Heart est très bon aussi, il faut juste qu'il admette que Angel Heart, pour lui, c'est la suite de City Hunter, tout simplement. Je comprends pas pourquoi il l'admet pas. Mais ouais, City Hunter est un manga absolument remarquable, exceptionnel. Je vais vous parler maintenant d'un manga en cours de parution encore. Parce que jusque-là, les gens vont dire, putain, ils parlent que de vieux manga. Mais c'est dans le vieux pot qu'on faisait les meilleures choses, hein, je vous le dis tout de suite. Les mangas de maintenant, franchement, je ne me retrouve pas trop. C'est un peu comme les jeux vidéo de maintenant, je vais être honnête. Hein. Alors, One Piece. One Piece, qui est encore en cours de parution de Eiichiro Oda, est absolument remarquable. C'est un manga qui a aujourd'hui en France 107 tomes de sortie, si je ne m'abuse, et qui est extrêmement abouti scénaristiquement. C'est-à-dire qu'il faut réussir à accrocher un lecteur pendant plus de 100 tomes sans qu'il dise je me fais chier, j'en ai marre, j'ai envie de passer à autre chose. Chose qui n'a pas été faite par Masashi Kishimoto pour moi avec Naruto, qui dure beaucoup trop longtemps et qui devient chiant. Voilà, je préfère le dire, tout simplement. Mais non, là on va parler d'un manga absolument remarquable. One Piece est hallucinant. Eiichiro Oda a créé un univers hallucinant. Tu te demandes quand est-ce qu'il va s'arrêter. Et surtout, il arrive encore à nous tenir en haleine scénaristiquement. Bravo. Franchement, il fait partie des meilleurs mangas de tous les temps, One Piece. C'est le manga le plus vendu de tous les temps. Il le mérite. Et c'est absolument remarquable. Donc, il fallait que je vous en parle. One Piece est absolument marquant. Maintenant, on va passer au top, je crois, si je m'abuse, parce que depuis tout à l'heure je parle, mais je crois que maintenant on est arrivé au top. C'était le troisième, je crois, One Piece, hein, si je ne m'abuse. Hein. On va arriver maintenant au numéro 2, numéro 1.
les 2 mangas les plus marquants, selon moi. Et je vais commencer par le numéro 2, un manga culte de Masami Kurumada, Saint Seiya. Saint Seiya est une merveille de manga qui, prône vraiment, met en avant l'amitié, le fait de se faire confiance les uns les autres, de croire en l'amitié, de croire en l'amour. Et ces combats absolument mémoreux, parce qu'en général, nos personnages, que ce soit Seiya, Shiryu, Iki, Shun, Yoga, ils se font démonter en général pendant tout un combat. Et en fait, c'est en un coup qu'ils battent leurs adversaires. Mais c'est parce qu'en fait, à la fin, l'adversaire, peut-être il a eu un doute sur ce qu'il faisait. Et limite, il se laisse battre. Parce qu'il dit, ouais, c'est bon, en fait, j'ai été dans le tort pendant toute ma vie. Et en fait, je tombe sur des personnes qui, eux, vraiment, ont compris qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, ouais, c'est magnifique. Non. Alors, Senseiya, scénaristiquement, c'est exceptionnel. Les personnages sont exceptionnels. Le dessin animé est incroyable, marquant avec son OST incroyable. D'ailleurs, bientôt, je ferai une vidéo consacrée à Senseiya. Par contre, son dessin, c'est bizarre parce que Masami Kurumada était incroyable dans la mise en page. C'était ultra dynamique, c'était exceptionnel. Et par contre, sur le plan de technique pure, bah, ses dessins ils sont moyens. Senseiya ne sera pas marquant par ses dessins, mais uniquement par tout ce qu'il a autour. Scénaristiquement, la recherche des personnages, la recherche énorme de la mythologie, de tout ce qui est... c'est quelqu'un de très cultivé, il va parler de plusieurs mythologies, hein, que ce soit... ou de croyances. Voilà, il ne va pas parler que des croyances japonaises, il va parler des croyances qui se passent un petit peu dans toute la planète. Et c'est extrêmement bien fait, en fait, tout simplement. On lit ça, on est accroché par le scénario. Je vous parle même pas des 12 chevaliers d'or qui sont exceptionnels. Ensuite, il y a la saga avec Poséidon et la saga Hadès qui est magistrale. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, la saga Asgard a uniquement été créée pour le dessin animé. Et ben, je veux dire que c'est dommage, parce que la saga Asgard est exceptionnelle. Exceptionnelle. Mais Sensei est un dessin animé marquant, un manga marquant. D'ailleurs, si vous êtes fan de Senseiya, je vous conseille, pour le coup, également de vous acheter et de lire, ou de regarder en dessin animé, la préquelle, Senseiya The Lost Canvas, qui est vraiment excellente, vraiment très bonne, très fidèle à l'univers Senseiya, qui, pour le coup, est la préquelle de Senseiya. Je vous déconseille par contre Sensei AG avec ses persos un peu androgynes, complètement dégueulasses, qui est tout pourri, j'ai détesté. Et malheureusement Kurumada a continué Sensei avec Senseiya The Next Dimension, qui est moyen. Franchement c'est moyen, c'est largement indispensable. Et maintenant on va finir par le plus du spectacle, bien entendu. Bon, vous savez déjà de quoi j'allais parler. Hein. Dragon Ball. Dragon Ball, voilà. Le chef-d'œuvre suprême du manga, le chef-d'œuvre suprême d'Akira Toriyama. Un manga, encore aujourd'hui, malgré son décès qui continue via Toyotaro avec Dragon Ball Super, qui est absolument marquant, mémorable, exceptionnel. J'ai déjà fait une vidéo sur Toriyama, donc je ne vais pas en parler davantage. C'est l'histoire de Goku, qui, au début, on le voit petit, en fait, on le voit grandir, évoluer, et jusqu'au bout, en fait, on sent que Goku, c'est le héros ultime de Dragon Ball, avec ses personnages exceptionnels, avec Vegeta, qui à la base était un antagoniste, qui est devenu au final l'un des persos, certainement le perso le préféré de tous les fans de Dragon Ball. Il est même souvent placé devant Goku en termes de préférence de personnage, parce que c'est un mec humain en fait. C'est un mec qui s'énerve, c'est un mec rageux, c'est un mec qui a des défauts, et pourtant qui est attachant. Tout simplement. Dragon Ball est exceptionnel. Et je voudrais par la même occasion défendre Dragon Ball Super. Parce que parfois quand on est fan, on est con, on est chiant. Et à un moment donné, je pense qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Beaucoup critiquent Dragon Ball Super en disant ouais, c'est de la merde, c'est nul, c'est pourri. Eh ben, je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, Dragon Ball Super, pour moi, est une honnête suite à Dragon Ball. Tout simplement parce que, bah, on a ce qui a fait le sel de Dragon Ball. De nouveaux ennemis, des nouvelles transformations, de nouveaux pouvoirs. C'est ce qu'a fait Toriyama avec Dragon Ball Z, en fait. Hein. Quand il y a eu le Kaioken, en l'occurrence, pour moi, c'était une transformation. Hein. Après, il y a eu le Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3. Après, il y a eu la fusion avec Begito, avec Gotenks. En fait, c'est l'évolution de ce qu'a fait Toriyama. Et dans Dragon Ball Super, c'est ça. T'as le Super Saiyan divin. Après, tu as Super Saiyan Blue. Après, tu as le Super Saiyan maîtrisé. Enfin, voilà. En fait, tu as tout simplement la continuité de Dragon Ball Z, en fait, tout simplement. Après, les gens disent, ouais, mais les arcs sont pas terribles. Je suis désolé. L'arc Black Goku est excellent. Et d'ailleurs, pour le coup, il y a une vraie recherche en termes d'écriture. Parce que, même si j'ai adoré Dragon Ball, Toriyama est exceptionnel, il faut pas nier que, en général, les ennemis, les méchants sont là pour être méchants, et les gentils sont là pour être gentils. C'est juste pour avoir la confrontation du bien contre le mal.
Parce que si on voit en termes d'écriture, à la base, bah, quand arrivent les Saiyans sur Terre, c'est juste parce que c'est des méchants qui veulent conquérir la planète et t'as les gentils qui veulent les défendre. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de qualité d'écriture, en fait. D'accord? Tu vois, Frieza, à la base, c'est juste un mec super balèze qui veut détruire tout le monde. Mais est-ce que vraiment, t'as scénaristiquement quelque chose d'abouti? Non, il est méchant parce qu'il est méchant. Et t'as les gentils, sont là, ils sont gentils parce qu'ils sont gentils. Tu vois, Cell, c'est pareil. Perfect Cell, pareil. Le mec, c'est un méchant, il est méchant parce qu'il est méchant. Il n'y avait pas vraiment eu de scénario pour expliquer pourquoi tel personnage est méchant. Et je pense qu'il y a eu un effort, enfin il y a eu un vrai effort, pardon, dans Dragon Ball Super, notamment sur l'arc Black Goku, parce que pour la première fois, on voit un mec qui à la base était gentil, et qui est passé du côté obscur, en fait, qui est devenu méchant. Et ben je trouve que scénaristiquement, on a essayé de nous raconter pourquoi un tel personnage gentil est devenu méchant. Et ben, pour moi, c'est une évolution, c'est une chose très intéressante. D'accord? Pareil, je trouve que c'est vraiment dans Dragon Ball Super, maintenant, on commence à avoir un petit peu à connaître Frieza. Parce qu'en fait, de base, on le connaissait comme un méchant. Mais en fait, dans Dragon Ball Super, on se rend compte qu'en fait, le mec, c'est un calculateur, c'est une crapule, c'est une vraie charogne. Et en fait, c'est vraiment l'évolution du personnage qu'on a dans Dragon Ball Super qui fait qu'en fait, bah, je trouve que scénaristiquement, on développe plus les personnages que dans Dragon Ball Z, mine de rien. Donc, je suis pas en train de dire que Dragon Ball Super est meilleur que Dragon Ball Z. Hein. Absolument pas. Dragon Ball Z, pour moi, c'est le meilleur. Enfin, Dragon Ball, c'est le meilleur. Point barre. Personne n'arrivera au-dessus. Mais je trouve que Dragon Ball Super, sur certains points, a de vraies qualités. Là, par exemple, l'arc Moro, bah, j'ai trouvé très très bon, moi. Franchement, c'est dans la continuité de Dragon Ball. Donc, il faut lire Dragon Ball Super pour ce qui est une suite de Dragon Ball et arrêter de toujours comparer. Dragon Ball, on sait toujours, on le sait tous, ne sera jamais égalé. Toyotaro est bon, on sent qu'il a une vraie passion de Dragon Ball. C'est d'ailleurs pour ça que Toriyama lui dit ok, tu t'occupes de Dragon Ball Super. Mais Toriyama, c'est le maître, il ne sera jamais dépassé. Donc, on a eu Dragon Ball par Toriyama, le chef-d'œuvre absolu, mais je trouve que Dragon Ball Super, bah, une autre suite. Il faut lire ça comme une autre suite. Ce n'est plus Toriyama qui est derrière. Alors les gens, oui, sur les jaquettes, on voit Toyotaro et Toriyama. Les gars, soyons honnêtes. En fait, Toriyama, je pense qu'il était juste là pour prendre la thune. Sur Dragon Ball Super, je pense qu'il n'a pas beaucoup été dedans, en fait. Il n'a pas beaucoup travaillé sur Super. Je pense que c'est surtout Toyotaro qui s'en occupait. Alors oui, peut-être que Toriyama s'occupait du scénario. Je dis pas le contraire. Peut-être que sur le plan du scénario, il a dit voilà, j'ai écrit ça, mais t'en démerdes de toi, tu le dessines. Mais en vrai, je pense sincèrement que c'est Toyotaro qui se démerde comme il peut. Et les gars le critiquent. Mais de base, c'est un fan comme vous et moi qui s'est mis dans le manga quand même. Je trouve qu'il faut quand même saluer son travail. Et donc, bah, Dragon Ball, c'est la vie. Dragon Ball sera toujours au-dessus, tout simplement. Et je trouve que Dragon Ball Super est franchement une honnête suite de Dragon Ball. Voilà tous les amis, j'espère que ça vous a plu. Oui, je n'ai pas parlé de Naruto, mais je vous expliquerai ça lors d'une autre vidéo. Voilà tout.